Bonsoir et bienvenue dans la bande. Vous avez pu le voir dans votre journal. Le feuilleton cette semaine était consacré à l'Opsy Blue, la crevette bleue de Nouvelle-Calédonie. Durant cette période de crise sanitaire, on peut se concentrer sur les richesses culturelles mais aussi culinaires du pays et la crevette en fait partie. Une crevette de luxe, est-ce que ça rapporte vraiment au pays? Pourra-t-on un jour voir d'autres espèces de crevettes élevées dans nos bassins? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'y répondre ce soir avec nos invités. Voici ce qui vous attend. Sachez que la crevette bleue, sous son nom scientifique la Lithopenaeus stylirostris, est originaire d'Amérique latine. Introduite au pays dans les années 70, elle est la seule à être pêchée aujourd'hui chez nous. On reviendra ce soir sur les toutes premières productions avec la séquence rétro. Puis à travers les reportages du feuilleton, nous verrons pourquoi cette crevette dite bleue est reconnue par les chefs. Une crevette rare valorisée à travers une production artisanale qui respecte le produit et son environnement. Pourquoi vise-t-on la qualité plutôt que la quantité? Nos invités pourront y répondre. Et Steph nous éclairera sur la production de crevettes dans le monde pour la rubrique Bon à savoir. Et ce soir, pour en parler, nous avons décidé d'inviter Bruno Castelin. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, tu es directeur des activités et du développement aquacole à Nord-Avenir. C'est ça. Alors, pour commencer, je te propose que l'on découvre comment cette crevette est arrivée ici en Nouvelle-Calédonie. C'est la séquence rétro. Alors, pour tout savoir, Bruno, je vais te montrer des photos qu'il faudrait commenter. Photo numéro 1, c'est parti. Alors, il s'agit de la première ferme expérimentale de Saint-Vincent. Oui, c'est la station aquacole de Saint-Vincent qui existe encore aujourd'hui, où cohabite actuellement l'Ifremer, qui sera réorienté vers des activités de recherche un peu plus amont, et puis la Décale qui gère le site maintenant, et où il se déroule encore de la R&D qui concerne nos crevettes. Alors, quelles étaient les crevettes qu'on pouvait trouver sur cette première ferme aquacole? Dans un premier temps, les essais, ça date des années 70, avaient été faits sur les espèces présentes localement. Donc il y avait l'Indicus, peu importe, différentes espèces locales, quoi. Il y avait de la monodone localement. À l'époque, il a été conclu que les croissances n'étaient pas assez intéressantes pour que ce soit rentable. Donc il a été introduit plusieurs espèces qui venaient d'autres pays et qui, à l'époque, étaient élevées ailleurs dans le monde. Et finalement, parmi toutes ces espèces essayées, la Lithopenaeus stylirostris a été choisie à l'époque principalement parce qu'elle arrivait à avoir une vitesse de croissance correcte en hiver. Parce que l'hiver calédonien, par rapport aux pays concurrents, est quand même relativement frais. Et voilà, et les grosses crevettes qui avaient la cote à l'époque, c'était les monodones. Elles n'arrivaient pas trop à grossir en hiver. Donc voilà, c'était un choix zootechnique au départ. Alors les premières productions, est-ce que tu sais combien de crevettes de Lithopenaeus stylirostris étaient produites à cette époque-là? Honnêtement, je me souviens, en tout cas, moi, je suis arrivé à cette station de Saint-Vincent, voilà, mais c'était de l'ordre, voilà, quand on sortait 10 tonnes d'un bassin, c'était vraiment, on était content d'un bassin qui faisait 7 hectares à l'époque, on voyait en photo, là. Voilà, c'était à l'époque, c'était une petite quantité, quoi. Et pendant quelques années, la production n'a été coulée que sur le marché local, avant d'atteindre une échelle export. Aujourd'hui, combien de crevettes sont produites par an? En gros, on est autour de 1500 tonnes par an en Calédonie actuellement, sachant qu'on a connu plus, à une époque, on a plafonné jusqu'à un peu plus de 2200 tonnes. Et comment ça s'explique, cette baisse de production? Alors, on a des problèmes de pathologie depuis longtemps déjà, puisque la première maladie a été baptisée le syndrome 93, de la date de son identification, et du temps est passé depuis. Entre-temps, elle a été plus ou moins compensée par la création de nouvelles fermes, et là ça fait quelques années qu'on n'a pu créer de nouvelles fermes, et donc voilà, entre les bonnes et les mauvaises années, on arrive à se stabiliser à peu près à 1500 tonnes, avec des surfaces exploitées qui varient aussi, parce que certaines fermes ont des difficultés, s'arrêtent de produire, puis recommencent. Mais voilà, en gros, on est à peu près stabilisé à ce volume depuis quelques années.
Alors, dernière question avant de passer à la deuxième photo. En ce moment, par rapport à la crise sanitaire, justement, est-ce que toutes les exportations vont vers le Japon ou est-ce qu'il y a là plus de crevettes qui se retrouvent bloquées en Calédonie? Alors, le client export principal, c'est le Japon, mais il y a quand même aussi des crevettes qui partent vers l'Europe et puis via l'Europe vers d'autres pays dans le monde. Actuellement, on exporte presque sans... Enfin, il y a quand même du stockage en Calédonie, mais ce qui est notable, c'est que pour l'instant, les Japonais en particulier ont assumé leurs commandes, hein, ils ont commandé, mais a priori, ils ne les vendent pas. Leurs crevettes, pour l'instant, enfin nos crevettes, il est sur stock en ce moment, donc nous, on sait qu'on va avoir un point dur à passer plutôt l'année prochaine, parce que les clients qui ont honoré leur commande cette année ne pourront pas le refaire l'an prochain puisqu'ils auront du stock sur les bras. Et donc ça aura des répercussions plus tard. Ça aura des répercussions décalées dans le temps. Donc elles sont à peu près quantifiables. Ouais, pour l'instant, on sait qu'on n'a pas encore passé le point dur. Actuellement, on est relativement préservé, on n'a pas été confiné, on a continué de travailler, on a continué de pêcher. Les clients export ont continué d'acheter, mais on sait que ça ne peut pas durer parce que de leur côté, eux, ils n'arrivent pas à vendre. D'accord. Et est-ce que vous avez une piste? Est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir compenser du coup cette... Enfin, c'est pas trop de la perte en fait, c'est juste qu'il n'y aura peut-être pas de commandes, assez de commandes à ce moment-là en fait. Voilà, la question stratégique du moment, c'est est-ce que l'année prochaine on produit comme on sait produire au maximum ou est-ce qu'on se limite volontairement pour éviter de surstocker et de faire baisser les prix en fait à l'export. Ou peut-être du coup les Calédoniens pourront manger... Oui, plus de crevettes. Mais bon, voilà, on produit quand même beaucoup plus que ce que peut absorber le marché local, donc avec toute leur bonne volonté et tout le goût qu'ils ont pour nos crevettes, on le voit, je ne pense pas qu'ils puissent compenser la saturation du marché à l'export, quoi. C'est parti, photo numéro 2. Alors là, on voit la première pêche. Qui a été faite. Est-ce qu'aujourd'hui les techniques sont les mêmes? Est-ce qu'on a besoin toujours autant de monde pour la pêche? On a évolué. Le principe reste le même. Ça, c'est un filet qui est positionné sur ce qu'on appelle le moine. C'est l'ouvrage en béton qui retient l'eau. Donc on positionne toujours un filet comme ça, mais presque sur toutes les fermes. Les crevettes sont canalisées dans une pompe qui ramène d'une façon mécanique sur la digue, directement sur la table de tri, les crevettes. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un petit peu moins de monde qu'on peut le voir sur la photo. Mais par contre, je pense qu'il y a certains acteurs que vous reconnaissez, que je reconnais, qui sont même encore actifs aujourd'hui. D'accord. Bon, aujourd'hui, du coup, ça s'est un peu... ça a évolué en tout cas. Pour avoir quelques chiffres sur la crevette, il faut savoir donc, comme on l'a dit tout à l'heure, que les crevettes sont destinées à 46% donc pour la Nouvelle-Calédonie, 39% pour le Japon, 9% pour la France et le reste des crevettes en fait pour les autres pays. Est-ce que d'autres pays aujourd'hui seraient intéressés aussi par le marché de la crevette? Pour acheter nos crevettes? Oui. On peut espérer que oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on est positionné vraiment sur un marché de niche. Nos crevettes, elles ont des qualités intrinsèques, mais en contrepartie, elles sont plus chères et elles n'intéressent que des connaisseurs. Et en fait, donc, dans chaque pays, il y a une frange de la clientèle qui rentre dans cette catégorie. Mais c'est associé vraiment aux chefs cuisiniers qui valorisent bien le produit et qui font apprécier à leurs clients la différence. Mais donc en fait, on cible des petites quantités à peu près partout dans le monde. Mais voilà, après il y a des coûts marketing et de commercialisation qui font que pour l'instant, tant qu'on arrive à en vendre une grosse quantité au Japon, où c'est un petit peu le centre. Enfin, le fief. Oui, c'est vraiment les connaisseurs, les Japonais sont connaisseurs en produits de la mer. Et donc là, ça nous permet d'avoir quand même un gros marché, tout en restant sur ce créneau de la haute qualité, quoi. Dans d'autres pays, on risque d'avoir vraiment faire des gros efforts commerciaux pour vendre des petites quantités. Donc c'est vraiment une volonté aujourd'hui de vraiment favoriser la qualité plutôt que la quantité. Oui, alors justement, pour en revenir un peu à la crise du Covid actuelle, ça va pas changer de sitôt parce que là, les gros pays producteurs, en fait, ont d'autant plus de problèmes à écouler leurs énormes productions
Et actuellement, les prix sur le marché ouvert se sont effondrés, quoi. On a particulièrement les Équatoriens, par exemple, qui sont un des gros pays producteurs, avec plus de 700 000 tonnes par an. Ils ont un gros client, la Chine est leur gros client, et les Chinois ont arrêté d'importer. Donc il y a d'énormes quantités de crevettes qui circulent, qui sont stockées dans le monde. Et alors nous, justement, on se différencie, quoi. On va en parler avec Stéphanie. Quelles sont les crevettes qui sont produites dans le monde et à quelle quantité? Elle va tout nous dire. C'est bon à savoir et c'est tout de suite. Bonsoir Steph. Alors effectivement, dans le monde, les crevettes sont vraiment consommées, beaucoup consommées. Donc il y a un véritable business autour de ce crustacé. Donc au niveau de la production mondiale, donc 75% donc, provient donc des pays asiatiques, donc tels que la Thaïlande, la Chine, l'Inde, l'Indonésie ou encore le Vietnam. Alors dans ces pays, on retrouve notamment donc, deux espèces de crevettes, je dirais. Donc la crevette donc, géante tigrée, donc en taille environ 36 cm. Le poids, c'est autour de 650 grammes. Les femelles peuvent peser beaucoup plus. Voilà. C'est une crevette qui est très appréciée quand même pour sa chair, qui est très ferme et puis savoureuse. Je sais pas, j'en ai jamais goûté, donc du coup, mais apparemment. Elles sont présentes en Calédonie, hein, donc on peut en pêcher dans les arrières mangroves. D'accord. Dans les endroits où on installe des fermes. D'ailleurs, nous, dans nos bassins, il arrive qu'on en trouve, mais des très faibles quantités. Il n'y a pas de marché de pêche commerciale, quoi. Mais c'est vrai que c'est une crevette qui se vend très bien. Bon, après, son élevage est quand même difficile aussi, apparemment, parce qu'elle peut facilement tomber malade aussi. Donc après, c'est un choix que, en tout cas, font les pays asiatiques. Bon, ils en raffolent. Après, vous avez la crevette à pattes blanches, donc taille environ 20 cm, poids 50 grammes. Alors cette crevette, elle résiste bien aux maladies et elle peut être récoltée plusieurs fois aussi par an. Donc il y a une bonne rentabilité, je dirais. Donc il faut savoir que d'ailleurs, le Vietnam, l'un des pays, le Vietnam d'ailleurs en profite bien puisque il en exporte plus de 400 milliards de francs CFP par an vers 90 pays et territoires dans le monde tels que l'Europe, les États-Unis, le Japon ou encore la République de Corée. Et le Vietnam donc n'a pas été touché, enfin le Covid ne l'a pas arrêté puisque vers les États-Unis ils exportent beaucoup et il y a eu une hausse quand même de plus de 5%. Enfin je veux dire ils ont vraiment... Ça continue. Voilà, ça continue. Impressionnant. Et ce pays d'ailleurs a une vocation aussi, donc il a la vocation donc, de devenir la principale usine de production mondiale de crevettes et pour ce faire il s'est doté au fil des années d'une centaine d'usines de traitement et donc ces usines donc, on produise on va dire en moyenne donc, de 500 000 à 700 000 tonnes par an. Bruno, ça paraît, c'est sûr, énorme comparé à nos productions. Ah oui, clairement, nous, on est minuscule dans le monde de la crevette. On représente, si on considère uniquement la crevette d'aquaculture, ça représente 4,5 millions de tonnes et on représente donc 0,03% en gros. Donc on est vraiment minuscule. Mais c'est pour ça que voilà, notre survie tient à notre différenciation commerciale. On ne va pas s'aligner avec eux. On sait qu'on n'a pas le même coût de production. Ça ne sert à rien qu'on essaie de transposer leur technique chez nous, quoi. En tout cas, il y a un prix à payer pour tout ça, parce que de produire en grande quantité et tout, ils utilisent notamment ces pays donc, ce qu'on appelle donc, la pêche intensive, ce qui entraîne la destruction quand même de la mangrove, des coraux et de la pollution des littoraux. Et généralement, dans ces pays, l'élevage de la crevette n'est pas toujours bien, je dirais, réglementé ou encadré, ce qui en fait accentue encore tous ces problèmes, ces impacts donc, sur l'environnement. Et enfin, donc, les 25%... Voilà, excusez-moi, les 25% restants donc, proviennent d'Amérique latine. Donc là, en fait, en Amérique latine, vous en avez déjà parlé. Donc au Brésil, donc là, on trouve donc, des élevages donc, en eau douce, donc la crevette rose ou crevette bouquet. Après, il y a aussi sur les côtes mexicaines, donc c'est l'ado originaire, donc notre fameuse crevette bleue que l'on trouve au pays. Et puis, comme Bruno l'a dit, l'Équateur, donc là qui, la crevette, notamment la crevette blanche une albinos, pacifique. Donc cette crevette, il faut savoir que l'Équateur qui exporte beaucoup vers la Chine, avec le Covid, donc c'est plus trop possible parce que le mois dernier, dans les conteneurs qui transportaient donc des crevettes, a été détecté donc des traces de Covid-19 même sur les emballages extérieurs. Donc du coup là, il y a vraiment un gros problème. Donc c'est un pays qui exporte beaucoup de crevettes et là ça. Ils sont bloqués. Oui. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces informations. Est-ce qu'un jour, Bruno, on pourrait, pourquoi pas, diversifier notre production et produire à la fois de la qualité et à la fois des crevettes plus bon marché? Alors,
Pour l'instant, en tout cas, pour le marché, on voit bien que dans tout ça, la stylérostris n'est jamais citée dans les statistiques. Et c'est une chance pour nous parce que c'est un produit quasiment unique en fait. Et donc ce qui est rare est cher et c'est une façon, une différenciation commerciale exclusive, hein, comme on dit. Et donc c'est vraiment un atout pour nous. Là, on voyait ce qui est appelé white leg. En fait, c'est de la Vanamei. C'est une espèce qui est très proche. En fait, là, la photo n'était pas très bonne. En fait, elle ressemble d'apparence pas mal à notre crevette, même si elle n'a pas cette couleur bleutée. Mais cette crevette vraiment inonde le marché. Il y a des techniques de production hyper intensives, avec beaucoup moins de protéines. Il est clair qu'il y a des techniques pour produire cette crevette-là moins chère au kilo. Mais même si on faisait un copier-coller de ces techniques en Calédonie, on serait toujours plus cher. Parce que voilà, le niveau de vie calédonien, l'éloignement, les coûts d'investissement ici, et de l'énergie, enfin toutes les composantes du coût fait qu'on serait toujours moins performant que les gens qui ont développé ces techniques hyper intensives et qui ont réduit vraiment au maximum les coûts de production. Donc honnêtement, moi, sur la crevette, actuellement, je considère que la cirotrice, c'est notre atout maître et il ne faut pas qu'on se diversifie. Après, il peut y avoir d'autres aquacultures, produire d'autres animaux, voilà, des bêches de mer, des poissons. Ça, on peut peut-être y arriver un jour de façon rentable. Mais garder en tout cas notre crevette. Voilà, la crevette, ça reste quand même un atout. Et cette espèce en particulier, il n'y a vraiment pas de raison d'en changer aujourd'hui. D'un point de vue justement technico-économique, quoi. Hein. Techniquement, on pourrait le faire, mais on ne serait pas plus performant commercialement en changeant d'espèce. D'accord, merci Bruno. Avant de regarder le premier reportage pour voir bien sûr comment ça se passe dès l'écloserie, parce qu'il y a tout un processus à respecter pour arriver à cette qualité-là de crevettes. Combien coûte aujourd'hui le kilo de crevettes en Calédonie ? Honnêtement, j'en achète rarement, mais environ. Oui, on est un peu au-dessus de 2000 francs le kilo. Ça dépend des calibres aussi, puisque plus elles sont grandes et plus on les a nourries longtemps et élevées longtemps et plus ça coûte cher. D'accord. Donc c'est difficile de donner un prix standard, mais voilà, on ne peut que se référer qu'au prix du marché. Ce qui est certain, c'est qu'on voit par rapport aux différents maillons de la chaîne que c'est un long travail et que c'est quand même un pays où un métier où on gagne chichement sa vie, quoi. Je veux dire, il y a des difficultés, je ne sais pas si on rentrera dans ce détail au niveau de l'écloserie, mais enfin, voilà, les entreprises aquacoles en Calédonie ont des hauts et des bas, en fait. Hein. Alors, globalement, la filière s'en sort, mais économiquement, l'équation est difficile quand même à résoudre. Surtout que vous respectez les saisons. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait du reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Comment ça se passe dès l'écloserie ? Il faut faire attention, bien sûr, à bien les nourrir et à ce que les crevettes ne tombent pas malades, ce que les larves de crevettes ne tombent pas malades. Regardez plutôt ce reportage. Il est signé Ismaël Wakaseou et Mara Lourde. L'activité des animaux, donc là elles sont bien actives, elles se déplacent bien dans le milieu. Il y a une observation comme ça qu'on fait à l'œil nu. Ensuite, on va prendre donc ce prélèvement, on va l'amener dans un petit laboratoire et là on va faire une observation des larves sous microscope. Quand il y a des problèmes, bon, forcément on regarde de manière plus importante pourquoi il y a des problèmes. Donc on regarde l'animal, la carapace, pour voir s'il n'y a pas soit des champignons, soit des problèmes bactériens, des nécroses. Mais là, ça se passe très bien, on n'a pas de problème. Les animaux sont bien actifs et bien pleins surtout. On produit clairement plus cher qu'ailleurs. Et on est forcément orienté vers des marchés de niche, quoi, des gens qui sont connaisseurs et qui sont prêts à payer la différence. Alors cette crevette, Bruno, est vraiment fragile. Il faut vraiment donc en prendre soin dès le début, c'est important.
Oui, alors, la phase écloserie est assez pointue, quoi. C'est assez difficile. Il y a d'abord une phase de reproduction. Enfin, il faut d'abord élever les parents crevettes, ce qu'on appelle les géniteurs, les faire pondre, les élever dans la première phase, comme expliquait Philippe, où il y a des métamorphoses tous les jours. Donc c'est des points durs à passer quand même pour la physiologie de la crevette, quoi. Et bon, au bout d'un mois, on les met dans les bassins. Et là, on tombe sur d'autres problèmes. Donc le syndrome 93 que j'ai cité tout à l'heure, globalement, on a des problèmes de vibriose. C'est des maladies bactériennes qui sont... Voilà, on a fini par apprendre à vivre avec. C'est moins grave que ce qu'ont la plupart de nos concurrents qui ont des maladies virales, dont nous, on est préservés en fait parce qu'on est loin de tout. C'est un atout d'être éloigné, pour le coup, sur ce point-là. Mais... Après, voilà, notre espèce est peut-être un peu plus difficile, elle est plus exigeante en protéines, par exemple, dans la qualité des protéines qu'on lui donne à manger. Et elle est, enfin voilà, elle a des avantages et des inconvénients qui souvent les inconvénients se transforment en coûts supplémentaires, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans leur nourriture? Alors la nourriture est faite principalement à base de farine de poisson et de farine de céréales, et de mix de vitamines pour apporter vraiment tout ce dont elle a besoin. Bon, ce qui est intéressant d'un point de vue de la démarche durable de la filière dans son ensemble, c'est qu'actuellement, toutes les farines de poisson qu'on utilise sont issues de la pêche certifiée MSC. Donc on est obligé de pêcher des poissons pour nourrir les crevettes, mais on le fait dans des conditions qui normalement permettent de maintenir les stocks. Les zones de pêche sont garanties normalement pérennes au niveau des populations de poissons, quoi. Donc, voilà, on a quand même le souci, même si c'est vrai qu'on est obligé de pêcher des protéines dans le milieu naturel pour donner à manger à nos crevettes, on fait dans la mesure du possible et des connaissances actuelles pour le mieux, quoi. D'ailleurs, les Japonais adorent vraiment ces crevettes et se rendent compte de la qualité. Il faut en prendre soin dès l'écloserie, mais aussi après, au moment de la pêche. Regardons ensemble ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Alors là, je fais une première évaluation de la qualité des crevettes pour prévenir en fait l'usine de l'évaluation qu'on fait nous des animaux qu'on pêche. Ça leur donne tout de suite à l'arrivée du produit une idée des produits qui peuvent être faits avec les crevettes, quoi. En fait, c'est uniquement des problèmes d'aspect, problèmes de taches sur la carapace, de rostre cassé. Les crevettes sont toutes aussi bonnes en fait, mais on les différencie sur des questions d'aspect. Les Japonais, eux, ils veulent absolument que les antennes soient intactes, soient très longues. Ça fait partie des critères auxquels sont sensibles les Japonais. Ils appellent ça les vieillards de la mer. Les vieux asiatiques avec leurs longues moustaches fines, voilà, ils font le parallèle avec les antennes. Et donc c'est un signe de sagesse. Il y a la couleur, en fait on l'appelle la crevette bleue, mais elle n'est pas toujours aussi bleue que ça. Alors en fonction de la couleur, ça part aussi sur différents marchés. Et donc voilà, là c'est la première évaluation de tous ces critères de qualité. On est à peu près les seuls à se donner encore la peine de la produire. Alors Bruno, est-ce qu'on peut rappeler, vous l'avez dit là dans le reportage, mais vraiment à quoi on fait attention pour dire que c'est vraiment une belle crevette et une crevette de qualité? Ah oui, comme je le disais, là, c'était sur des questions d'aspect, en fait. Voilà, il peut y avoir des petits défauts sur la carapace, des petites blessures, des nécroses, etc. Et donc, voilà, ça ne change rien au goût de la crevette. Et en plus, quand on l'épluche, à vrai dire, on ne voit plus rien. Mais voilà, quand on présente une boîte d'un produit de luxe, il faut vraiment que l'animal soit parfait, qu'il présente parfaitement bien. Bon, en plus, il y a aussi des nuances de couleurs. Et donc, en fonction des marchés, les couleurs sont importantes. Enfin, pour les Japonais qui vont la manger crue, qu'elle soit bien bleutée, c'est important. Alors que pour des cuiseurs, les gens qui vont cuire la crevette, à la limite, plus elle est foncée, et plus la crevette va paraître orange et sera appétissante. Donc voilà, en fonction des marchés, ce qui est un défaut pour l'un est une qualité pour l'autre. Alors, combien sont vendues les crevettes au Japon? Alors là, honnêtement, je n'ai pas ça en tête.
En plus, tout dépend. Elles sont vendues à l'unité apparemment? Non, alors c'est surtout pour le client final, quoi. Le consommateur souvent va dans un restaurant très chic et de qualité et on lui sert une crevette. Et il est très content avec ça, mais c'est évident qu'il la paye très cher. Mais bon, entre nous et lui, il y a quand même quelques intermédiaires, quoi. Donc la structure du prix, bon, voilà, et de la marge. C'est sûr. Puis bon, j'imagine la crevette a été travaillée aussi. Bien sûr, il y a tout un savoir-faire, effectivement, et c'est donnant-donnant parce qu'en même temps, les Japonais, les chefs japonais ont mis notre crevette en valeur et lui ont donné sa notoriété aussi. Est-ce qu'on peut avoir quand même une fourchette de prix pour avoir une idée? Non, je ne veux pas dire de bêtises. Je suis plus au niveau de la production. Non, j'aurais peur de donner fausse information. D'accord. Bon, en tout cas, ils doivent la payer cher, mais bon, voilà, elle est mise en valeur. Oui. La crevette, vous allez voir à présent qu'elles sont pêchées, acheminées vers l'usine de la Sopac à Koné. Finalement, quelle est la charte sanitaire à respecter? Du début à la fin, vous allez voir que les employés font vraiment très attention à la crevette. Un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Travail qui a été fait par les fermiers en fait en amont, il doit être valorisé ici. Quand on visite l'usine, on voit bien que les gens qui travaillent dans l'usine, ça fait de nombreuses années qu'ils travaillent ici, il y a un savoir-faire, il y a une façon de traiter les crevettes, de les manipuler qui est particulière. Je pense que c'est peut-être aussi culturel, hein. En Nouvelle-Calédonie, les gens respectent la nature, respectent ce qu'ils font. On a quand même jusqu'à 200 femmes qui travaillent ici à la Sopac. Elles ont ce respect et elles traitent parfaitement bien la crevette. En fait, les clients principaux, ce sont les restaurateurs, puisque les crevettes, elles sont destinées à des grandes tables, aussi bien à Paris qu'à Tokyo. Elle est très appréciée lorsqu'elle est crue, cette crevette-là. Donc ça correspond vraiment aux produits type sashimi, type sushi. Notre plus gros client, c'est un Japonais qui, depuis 30 ans, achète la crevette de Nouvelle-Calédonie. Là-bas, la crevette est vendue à l'unité. C'est vraiment manger une crevette de Nouvelle-Calédonie, c'est un repas de fête. Nous sommes avec Alphonse Cottier qui nous a rejoint depuis Nouméa. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Océane et bonsoir Bruno. Bonsoir. Alphonse qui est chef cuisinier, originaire de Marais. Merci d'être avec nous. On a pu te suivre pour le feuilleton dans le reportage qui a été diffusé ce soir dans le journal et que l'on verra tout à l'heure. J'imagine qu'en tant que chef, c'est important pour toi un produit de qualité? C'est très important dans la mesure où on va donner ce produit-là à un client et on va le satisfaire avec un produit de luxe et de qualité. Comme disait Bruno, on va plus favoriser la qualité que la quantité parce que plus on est sur une production massive, plus la qualité est moindre. Donc je préfère plus travailler avec des produits de qualité que des produits extravagants et moyens en qualité. Alors, qu'est-ce que tu penses de la crevette de Nouvelle-Calédonie? Alors, c'est une crevette qui a une qualité remarquable. On le voit de par sa peau, de par sa couleur, de par son texture. C'est un produit de luxe, c'est un produit de qualité. On peut le comparer dans son milieu naturel qui est l'eau douce, qui est la mer, en fait cette couleur transparente de la mer calédonienne, de la mer d'ici, de chez nous, qu'on voit que le produit il est quand même produit dans un milieu assez favorable à la qualité du produit. Donc les deux se marient très bien. Et
Voilà, et de par sa chair qui est sucrée, qui est croustillante, il est inimitable de par le marché, quoi. C'est un produit de qualité. Alphonse, là où tu es cuisinier au Qatar, vous en mangez beaucoup des crevettes, notamment de Calédonie ou pas? Pas au Qatar, mais quand j'étais à Dubaï, on fait venir des crevettes de Nouvelle-Calédonie, d'ici. Et moi, en tant qu'enfant d'ici, et ça me fait plaisir déjà de voir un produit de chez moi à Dubaï, et de préparer avec les cuisiniers qui ne connaissent pas déjà le produit de chez nous, et le mettre en valeur avec des clients prestige, et que comparer déjà à, par exemple au caviar ou au foie gras ou aux langoustines ou au homard, c'est déjà grand. Alors, tout à l'heure, on parlait de diversifier la production. Qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est très bien pour déjà pour l'image du pays. Et c'est-à-dire de produire en fait pas qu'une seule crevette, mais produire d'autres crevettes qui seraient peut-être plus bon marché. Non, je préfère plus rester sur un produit qui est quand même un produit de luxe. Qui est noble. Chez nous, c'est un produit de luxe. Plus on reste là-dessus. À partir du moment où on commence à travailler aussi d'autres produits, c'est moyen. Donc le fait de favoriser déjà le produit, il est déjà sur le marché, il est déjà bien. Donc c'est pour ça en fait que j'ai dit qu'il faut garder cet aspect-là, et c'est une image en fait, c'est une image du pays, une image de cet environnement qui est la nôtre. Et ça rentre dans l'image d'ici, quoi. Alphonse, en tout cas pour le feuilleton, on t'a suivi pour la réalisation d'une recette. Qu'est-ce que tu nous avais préparé? Alors j'ai préparé un méli-mélo de crevettes et un banane poingo, assaisonné avec une vinaigrette à la passion, miel et vanille. Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette à base de crevettes du pays. Ce produit-là, c'est un produit noble que j'ai envie de travailler avec des produits nobles d'ici. Pour la vinaigrette, j'ai besoin que de ces ingrédients: citron, vanille, miel, les oignons verts, du sel et de l'huile d'olive. C'est tout. Alors, étape suivante, on va passer pour décortiquer les crevettes et les couper en sashimi. Alors, moi, j'enlève la première partie ici, juste là. Je pince la queue et ça sort tout seul en fait. Rien qu'à sa couleur, on sait que c'est cultivé, enfin, c'est élevé plutôt dans de l'eau turquoise et propre. Et en goût, c'est sucré, c'est juteux, c'est tout quoi. Bon, avant, il faut enlever le boyau. C'est juste une incision délicate sur le dos. Et puis, vous voyez, ça sort tout seul. Hein. Et là, je vais juste couper comme si j'ai fait une sashimi, en fait. On mélange le tout avec la banane poingo coupée en dés, un zeste de jus de citron, une pointe de sel et un fruit de la passion. Il ne reste plus qu'à dresser l'assiette. Alors, première étape. Ça, je vais juste disposer sur assiette. Sans oublier qu'en fait, il faut remettre aussi dans le méli-mélo. Quelques lamelles de banane déposées délicatement, de l'oignon vert et c'est terminé. Et bon appétit. Bruno, tu aurais bien aimé en manger? J'en salive. Ça donne envie. Alphonse, quelles sont les autres recettes qu'on peut faire avec de la crevette? Alors on peut très bien le cuisiner. Juste un peu d'eau, un peu de jus de citron et de la menthe, ça va plus ressortir ce côté iodé du produit. Et ça accompagné avec une igname, enfin des produits d'ici, on va mettre en valeur les produits d'ici. Donc une igname en purée ou de la mangue, ou on peut très bien le travailler en carpaccio ou en mousseline.
en faire une tarte à base de crevettes et de mousseline à l'intérieur et avec un petit carpaccio au-dessus, avec une émulsion à la crevette tout autour, tout ça avec des poivriers de chez nous, des faux poivriers. Donc, Eh bien, dis donc. on a beaucoup de saveurs d'ici qu'il faut le faire sortir. Bon, la prochaine fois, tu nous feras un petit livret de recettes que tu emmèneras ici à Koné et pour Bruno aussi. Avec plaisir. Bon, Alphonse, on va passer tout de suite au défi. Tu pourras participer avec nous depuis Nouméa. C'est parti, jingle. D'accord. Alors, Steph nous rejoint pour le défi. Et cette fois-ci, ce n'est pas Steph qui vous met au défi, mais c'est moi. Je vais m'asseoir. Oui, viens t'asseoir, je t'en prie. Alors, vous allez devoir deviner de quelle crevette il s'agit. Image numéro 1, c'est parti. Bon. Impressionnante, cette crevette. Ah, mais c'est bizarre, Ça, c'est crevette hibou. J'ai un petit homard. Alors, c'est pas une crevette hibou. un plumeau, les Alors, Stéphanie, est-ce que tu as une idée? crevettes plumeaux. Je sais pas si Ah, tu y es presque. Tu y es presque. presque plumeaux, je sais pas. Non, j'ai jamais vu ça, moi. Il est magnifique en tout cas. Hein. Bruno, une idée? Non, je sèche là. Je trouve que ça ressemble plus à un homard qu'à une crevette. Mais... Alors, il s'agit de la crevette balai. Donc, Stéphanie, tu y étais presque. Elle est plus communément appelée donc, la crevette balai, est une crevette originaire d'Afrique. Elle a la particularité de filtrer l'eau pour se nourrir. Image numéro 2. Ah oui. Alors, Bruno. C'est ce qu'on appelle une chevrette en fait. Hein. Je pense que c'est une Macrobrachium rosenbergi. C'est les espèces qu'on élève en eau douce le plus communément. Est-ce que Alphonse, une idée? J'ai déjà vu, j'ai déjà travaillé ce produit, mais j'ai oublié le nom. Il y en a eu en Calédonie à une époque. Dans les années 80, il y a eu des essais d'élevage de cette espèce-là. D'accord. Alors, il s'agit de la gambasse géante aux magnifiques passes bleues. Elle peut atteindre 20 cm et peser 250 grammes. Après 9 à 10 mois d'élevage, c'est une espèce effectivement d'eau douce, une production vietnamienne. Au départ, ouais. Mais il y en a dans le monde entier maintenant. Pas dans toutes les zones tropicales, ça s'élève. Bon, c'est un peu comme partout maintenant avec la mondialisation. Tout le monde se mélange, entre guillemets. On passe à l'image numéro 3. Oh, elle est jolie celle-ci. Ah oui. Cette petite crevette, Alphonse, une idée? Ça ressemble à un léopard. C'est une crevette tricorée. Pas un léopard, mais Stéphanie? elle est jolie en tout cas. Bon, en fait, ça a le même nom que la crevette que tu nous as présentée tout à l'heure. En fait, c'est une crevette tigrée, la Caridina mariae. La tiger, plus communément appelée donc la crevette tigrée, c'est une crevette naine originaire d'Asie. C'est plus pour l'aquarium que pour l'assiette là. Oui, elle est petite. Allez, on passe à l'image numéro 4. Oh, Ouais, jolie celle-là aussi. Elle est jolie celle-là, elle est colorée. Bruno, une idée? Ah non, alors là je Alors, pense qu'on la trouve sur les récits, mais- un indice. On connaît le nom puisqu'on en mange quand on mange asiatique, on travaille la crevette. On trouve j'aime bien ça. des crevettes Impérial. impériales. Voilà, c'est la crevette impériale. On la retrouve dans les eaux tropicales indo-pacifiques autour de la grande barrière de corail. Et pour finir, allez, la dernière image pour le jeu. C'est parti. Alors celle-là, elle est grande. Une idée? Pour moi, c'est une variante de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est les Macrobrachium. Alors, je sais pas quelle espèce, mais enfin, c'est des crevettes d'élevage d'eau douce. Qui sont. Ou alors d'élevage ou pas. Ou alors l'espèce locale des crevettes de crique, ici. Alors, c'est ça, c'est une crevette d'eau douce, exactement. Elle est l'une des plus grandes crevettes d'eau douce du monde. Elle est élevée dans plusieurs régions et reconnue pour la qualité de sa chair. Depuis quelques années, elle est également devenue une hôte recherchée pour la constitution d'aquariums autour de l'Asie du Sud et de l'Australie. Bon, on en apprend sur les crevettes quand même. Bon, c'est des variétés, je pense, qu'on retrouve un peu partout maintenant.
Mais elle ressemble beaucoup aux crevettes de crique. Hein. C'est vrai. Qu'on pêche ici dans la rivière. Hein. Celle-là, là. Ah oui, bon, en tout cas, j'en ai pas vu encore ici. Si j'en croise une, je te l'emmènerai, Alphonse. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, en tout cas, d'avoir fait partie de la bande ce soir. Merci, Bruno. Un dernier mot, peut-être ? Non, bon appétit. Voilà, bon appétit, exactement. Alphonse, on compte sur toi, n'oublie pas. N'oubliez pas, en Calédonie, on a de bons produits. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée sur Calédonia.